Nous sommes lundi 26 mai 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette première édition d'information de la semaine. J'ai le plaisir de recevoir ce soir pour vous comme invité du journal, révérend Jimalngar Madjibey. Révérend, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de l'EMET. L'EMET, c'est l'entente des églises évangéliques et missions évangéliques au Tchad. Oui, c'est bien cela. Voilà, vous avez pris part, révérend, à la 13e Assemblée générale de l'Association des évangéliques d'Afrique du 20 au 24 mai 2025 à Nairobi, au Kenya. Oui, j'étais invité en tant que représentant du Tchad à assister, à prendre part à cette Assemblée générale élective de l'Association de l'Alliance des églises évangéliques d'Afrique. Voilà. Révérend, restez avec nous. Je reviendrai à vous en seconde partie de cette édition. Merci. La paix est-elle menacée? La question taraude l'esprit des Tchadiens depuis les événements malheureux survenus dans le village Mandekaou, département de la Doujé, province du Logone occidental. Certains discours qui pullulent un peu partout inquiètent plus d'un Tchadien. C'est pourquoi il serait bon, la loi, que l'on préserve la paix relative qui règne dans notre pays. Voici à ce sujet l'éditorial de la semaine signé Naldim Narcisse Mbaïnachi. La question de la paix est sur toutes les lèvres. Depuis le drame innommable de Mandakaou, les hommes politiques de toutes les chapelles ont fait entendre leur voix à travers les différents communiqués de presse. Les activistes de la société civile et dignitaires religieux ne sont pas du reste. Les députés de la province du Logone occidental ont également donné de la voix en se rendant personnellement sur le lieu du drame. Là-bas, chacun a distillé à sa manière le message de la paix, de la réconciliation nationale et de la cohabitation pacifique. C'est une bonne chose de prêcher la bonne parole afin que de tels actes barbares et ignobles d'un autre âge ne se reproduisent dans notre contrée. La vie humaine est sacrée. On ne peut pas se lever un matin et ôter la vie à un être humain. Ce n'est pas tolérable. Il faut prôner l'apaisement afin de calmer la tension qui règne dans cette bourgade. Aujourd'hui, notre monde est percuté par la violence verbale et la frénésie des fake news, de la manipulation et des réseaux sociaux. Notre jeunesse semble en perte de repères, allant jusqu'à verser dans le mimétisme de mauvais goût. L'on assiste au déversement des tonnes d'injures et des discours de la haine. Les Tchadiens qui ont vécu les affres de la guerre n'en veulent pas. Ils veulent vivre cette paix relative. Ce sont les politiciens madrés qui, au lieu de privilégier le langage de la paix, ont opté plutôt pour le langage des armes, ce qui a désagrégé, sinon ébranlé complètement la société tchadienne. Il a fallu du temps pour recoller les morceaux, même si les stigmates sont encore vivants dans les esprits de ceux qui ont vécu cette période. Ces hommes politiques assoiffés du pouvoir et en quête de popularité ont malheureusement contribué à ségréguer, à diviser et à cliver les Tchadiens avant de plonger le pays dans l'irréparable. Le gouvernement doit être mis devant ses responsabilités. C'est lui qui nomme les administrateurs à la tête de commandements territoriaux. Beaucoup de voix s'élèvent pour l'interpeller afin qu'il se débarrasse des nominations de personnes qui n'ont rien à voir avec l'administration. Ce sont ces individus qui sont à l'origine de ce conflit meurtrier, puisqu'ils ne connaissent rien de l'administration. Ils prennent fait et cause pour certains, ce qui envenime le plus souvent ces conflits qui mettent à rude épreuve la paix dans notre pays. Les limites abyssales de ces soi-disant administrateurs, catapultés sans aucun background à la tête de nos départements et sous-préfectures, ne sont pas de nature à favoriser la coexistence pacifique. La paix est une condition indispensable pour le développement socio-économique et culturel d'un pays. Il faut à tout prix la préserver. C'est ainsi que le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, de regretter mémoire, ne disait-il pas que la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Il n'est dans l'intérêt de personne de remettre en cause cette paix. Vivement que chacun se ressaisisse. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Siddiq Tchoroma, a lancé officiellement les épreuves du brevet de l'enseignement fondamental BEF au titre de l'année 2024-2025 ce matin au lycée de Diguel, centre ici même à N'Djamena. Au total, 126 423 candidats composent dans 462 centres répartis sur l'ensemble du territoire national. Le reportage de Mbaïnadji Nicolas.
Ce lancement officiel de l'examen du brevet d'enseignement fondamental BEF par le ministre en charge de l'éducation marque une étape cruciale dans le parcours scolaire des élèves. Cet acte symbolise non seulement la fin d'un cycle fondamental, mais aussi le début d'un nouveau chapitre pour des milliers de jeunes candidats. Ils sont au total 126 423 candidats qui composent dans 462 centres répartis sur l'ensemble du territoire national. Le ministre lance cet examen en ouvrant l'enveloppe du premier sujet sur l'épreuve de la rédaction contenant 2 sujets au choix. Voici l'un des 2 sujets suivants. Sujet 1, les réseaux sociaux constituent l'un des moyens de connaissance, d'apprentissage et de culture. Cependant, ils ont des aspects positifs et négatifs. Par sa présence, le ministre réaffirme l'engagement des autorités éducatives à garantir la transparence, l'équité et la rigueur dans le déroulement de ces évaluations. C'est également un signal fort adressé aux enseignants, élèves, parents et encadreurs, soulignant l'importance de cet examen pour l'avenir des jeunes et le développement du pays. Je voudrais à cette occasion exprimer ma satisfaction par rapport au bon déroulement de l'année scolaire d'abord et du début des examens. Cette année, c'est une année particulière en termes de stabilité, en termes de calme. Et nous venons de lancer les opérations d'examen. C'est l'occasion de souhaiter d'abord bonne chance à tous ces élèves-là et espérer que les examens se déroulent dans de bonnes conditions, dans le calme. J'appelle tous les élèves à être disciplinés, à être responsables, à penser qu'eux, ils sont d'abord l'image du système et l'image du pays, parce qu'ils sont le futur cadre du pays. Donc je lance un appel solennel pour leur dire de garder leur calme, travailler, compter sur leurs compétences, sur leurs capacités et faire en sorte que cette année qui a débuté dans la beauté se termine aussi dans la beauté et que nous aurions l'année prochaine des élèves qui vont passer dans le classe supérieure. Dans un contexte souvent marqué par des défis liés aux infrastructures, à la sécurité ou à la qualité de l'enseignement, ce lancement officiel met en lumière les efforts déployés pour assurer un climat propice à la réussite. Il conviendra maintenant de veiller à ce que tout le processus se déroule dans le respect strict des règles dans toutes les localités concernées. Bonne chance à tous les candidats. Après le lancement officiel du premier sujet, notre reporter Mbaye Nadji Nicolas a tendu son micro à quelques candidats qui ont fini la composition de la première épreuve de rédaction et qui l'ont trouvé d'ailleurs abordable. Les voici. De la rédaction est très facile. Ce qu'on a fait en classe, le prof nous a expliqué. On nous a expliqué comment rédiger une rédaction. C'est facile aussi. Et notre première épreuve, c'était la rédaction. Mais ce n'était pas si difficile que ça. Bon, c'était sur les réseaux sociaux et on nous demandait d'exprimer notre avis sur les aspects positifs et négatifs des réseaux sociaux. Donc, on vient de sortir de l'épreuve de rédaction. Ils nous ont demandé les inconvénients et les avantages des réseaux sociaux. Et nous avons aussi exprimé et donné nos points de vue sur ce sujet. Et je pense que ça va aider beaucoup de jeunes à beaucoup mieux, surtout ceux qui utilisent les réseaux sociaux pour faire du mal aux autres et divulguer les inconvénients et les informations personnelles des autres. Ça va les aider à arrêter cela. Ici, nous avons commencé par les épreuves de rédaction. Et ces épreuves de rédaction, par rapport à moi, j'ai choisi le sujet des réseaux sociaux. Parce que c'est un sujet tout d'abord intéressant. Donc c'est le sujet que j'ai choisi et j'ai travaillé dessus. On est en plein examen pour le BEF noir. On a commencé avec des épreuves avec la rédaction. On a trouvé des sujets chouettes et ce sont des sujets à faire au choix.
Une délégation conduite, et là nous sommes dans nos provinces, une délégation conduite par l'inspecteur général du ministère de l'eau et de l'énergie, Mohamed Khair a fait une descente sur le site d'installation hydraulique à Biteya. Biteya, c'est une localité située à plus de 30 km de la ville d'Abéché, chef-lieu de la province du Wadaï. Ceci pour inspecter et faire un état de lieu de travaux réalisés dans le cadre du projet Biteya 2. Nos envoyés spéciaux, Hala Nathalie Krimba et Mbaïngade Lazare. La délégation du ministère de l'eau et de l'énergie est venue du Djamina et a fait une descente sur les différents sites et installations hydrauliques dans le cadre du projet Biteya 2, un gigantesque projet pour désaltérer la province du Wadaï. Le site de stockage des matériaux de raccordement pour la construction des châteaux. 2 autres sites de châteaux de 2000 m3, dont l'un déjà opérationnel et l'autre en attente de raccordement. Ici, nous sommes à Biteya, une localité située à 31 km d'Abéché, où les ouvriers sont à pied d'œuvre sous une chaleur de plomb, en plein travail pour la réalisation des ouvrages hydrauliques du projet Biteya 2. Le conducteur des travaux fait un état de lieu des travaux de construction. Nous sommes à un taux d'avancement de 85%. Et maintenant, la phase qui reste à faire, maintenant, c'est la partie des filtres de la bâche et puis aussi la pose des fermes qu'on est actuellement dessus. Ce joyau architectural financé par la BDA, BIT et l'État est une première au Tchad qui viendra soulager la population d'Abéché en eau. Le coordinateur Biteya 2 parle du projet avant de faire une étude comparative entre l'ancien projet et le nouveau tout en énumérant quelques difficultés. C'est un projet relatif à l'alimentation en eau potable de la ville d'Abéché. C'est la deuxième station de reprise qui a une capacité de 1000 m3. Vous voyez ici, la partie réservoir c'est déjà réalisée à 100%. Nous sommes au niveau maintenant de la structure où seront logés le groupe électrogène et des pompes de reprise. Par rapport au projet Biteya 1, l'ancienne station a une capacité de 270 m3 comparativement à celle-ci qui a une capacité de 1000 m3. Et donc voilà, la différence elle est nette. Et du point aussi des points de vue des équipements électromécaniques, ici les pompes qui seront installées ici auront une capacité de refoulement, n'est-ce pas, de 250 m3 par pompe. On croit parce qu'il s'agit des estimations. Le projet même a été initié dans l'optique de répondre aux besoins en eau de la population. Et les difficultés auxquelles on fait face, ce sont des contraintes du milieu physique. En termes d'approvisionnement d'eau, ce projet permettra à la province du Wadaï de ne plus souffrir comme dans les années précédentes. Au total, nous avons fourni 7 et installé 5 pompes. Contrairement à l'année passée, où nous avons une production journalière qui avoisine 6 000 à 7 000 m3, cette année, nous avons une production journalière de 14 à 15 000 m3. Et si nous avons un peu atténué les effets de la canicule cette année, c'est grâce aux efforts conjugués du projet et aux instructions aussi données, n'est-ce pas, par les plus hautes autorités. L'inspecteur général du ministère de l'eau et de l'énergie donne ses impressions sur les travaux effectués. Pour lui, cette visite inopinée a pour but de voir l'évolution des travaux. C'est une visite surprise. Et nous sommes tombés sur une agréable surprise. Les travaux qui sont là, ils sont très bien avancés. Les entreprises sont à pied d'œuvre et les ouvrages sont presque vers la fin. L'eau, c'est la vie. C'est dans cette optique que les hautes autorités du pays et les bailleurs des fonds mettent la barre haute pour permettre à la population d'accéder à l'eau potable à travers des installations hydrauliques modernes. Merci à nos envoyés spéciaux, Hala Nathalie Mbaïngade et Lazare. Très bonne suite d'émission. Revenons ici en N'Djamena et parlons affaire Masra. L'implication des avocats français dans cette affaire n'est pas du goût du gouvernement qui qualifie cela d'ingérence. L'ancien ministre de la Justice, professeur Ahmad Mohamed Hassan, se prononce à ce sujet. Je vous invite à le suivre. Mais pas du tout, ce n'est pas une affaire politique, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas une ingérence. Il n'y a pas une ingérence, pas du tout, pas du tout. Je suis désolé, c'est même humiliant
pour un gouvernement responsable qui a des accords et qui a des précédents que je viens de citer, Arche de Zoé et l'affaire Brahim Idriss Déby Itno et autres, tout ça, c'est des cas qui sont probants, qui sont restés récurrents dans nos archives. J'ai été garde des sceaux ministre de la Justice, je sais de quoi je parle. Et toute ma carrière, c'est la justice. J'ai commencé greffier avant d'être aujourd'hui professeur agrégé du droit public et des sciences politiques et formateur. La justice tchadienne n'a pas de marge de liberté. Elle est dans une situation de subordination vis-à-vis de l'autorité politique. Et donc, mais je sais que la pression est très forte et la question de la paix et la tension est très forte. Je suis très optimiste qu'il aura une liberté, qu'il aura sa liberté et que le dialogue va primer, la sagesse va primer pour qu'on puisse rétablir et on va dédommager les parents des victimes. L'État lui-même s'est constitué partie civile, il a constitué un pool des avocats en s'associant avec le parquet et les familles des disparus se sont constituées partie civile. Il y aura des dédommagements et je crois qu'il y aura, puisque le calme est revenu, mais je crois que le fil conducteur, c'est de relâcher le docteur Assongar Masra Succès, leader des transformateurs, et en même temps de rétablir le dialogue politique qui va primer pour rétablir la confiance intertchadienne et d'établir maintenant. Et il faut aussi nettoyer l'administration territoriale pour qu'il y ait des administrateurs conscients qui puissent encadrer les populations au niveau territorial, parce que l'enjeu de la terre et de l'eau devient récurrent dans tout le Tchad. Santé, dans cette édition d'information, le monde célèbre aujourd'hui la journée de prévention et de dépistage du cancer de la peau. Cette journée célébrée à l'initiative du syndicat national de dermatologues et vénérologues a pour but de mettre l'accent sur les différents maux qui minent le bien-être du patient. Quels sont donc les objectifs au-delà de ce que nous venons de dire? Roseline Ndjakourbois. Sensibiliser le public au danger du soleil et de l'exposition aux UV, informer sur les facteurs de risque du cancer de la peau et proposer des dépistages gratuits dans certains centres tels sont les objectifs spécifiques de cette journée nationale de prévention et de dépistage du cancer de la peau. Vu son importance capitale dans le monde, il a été jugé utile de jeter un regard rétrospectif sur le mélanome qui est le cancer de la peau, le plus grave, mais s'il est détecté tôt, il peut être guéri selon l'avis des dermatologues lors de nos investigations. Ils poursuivent que l'incidence des cancers de la peau augmente chaque année, notamment à cause des expositions solaires excessives. C'est pourquoi il est nécessaire de participer à un dépistage gratuit réalisé par les dermatologues, s'informer sur les gestes de prévention tout en évitant les UV, rayonnements ultraviolets, se protéger contre la chaleur excessive, surveiller ses grains de beauté, ajoutés. Avant de trouver notre invité du journal de ce soir, parlons de l'association des évangéliques en Afrique, AEA, qui a tenu sa 13e assemblée générale du 20 au 24 mai 2025 à Nairobi au Kenya. Cet événement marque une nouvelle étape pour l'organisation avec l'élection d'un nouveau bureau exécutif chargé de guider la mission évangélique sur le continent africain. On en sait plus avec Joséphine Koulibaly. L'Association des évangéliques en Afrique renouvelle son leadership lors de sa 13e Assemblée générale à Nairobi. Plusieurs figures influentes du christianisme évangélique ont été élues pour diriger l'association. Élu président, révérend Dr Jean Libom Likin du Cameroun, vice-président, Bishop Nevers Metparousta du Zimbabwe, secrétaire général, révérend Dr Master O. Matslaupi de Botswana, trésorière général Sepia Fili Mutua de Kenya. L'Association des évangéliques en Afrique regroupe des fédérations évangéliques réparties dans 57 pays africains. Ces pays sont organisés en 7 grandes régions identifiables avec ses différentes couleurs. Région du Nord-Ouest en couleur verte, région du Nord-Est en violet, Afrique de l'Ouest en orange, région centrale en couleur verte, Afrique de l'Est en couleur jaune,
Afrique australe en couleur rouge, région des îles de l'océan Indien en bleu. Avec ses nouveaux bureaux exécutifs, elle entend renforcer son action évangélique, promouvoir l'unité chrétienne et répondre aux enjeux socio-économiques qui touchent les communautés évangéliques du continent. L'organisation s'engage à œuvrer pour le développement de l'éducation, du leadership chrétien et de l'impact social des églises africaines. Alors que l'Afrique continue d'évoluer dans un contexte complexe, l'AIA mise sur le renouvellement du leadership pour insuffler une dynamique forte et affirmer son rôle au sein du paysage évangélique international. Voilà, présent honneur à notre invité du journal de ce soir, Révérend Djimal Ngara. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes resté avec nous, vous avez suivi l'actualité avec nous, mais ce qui nous intéressait avec vous particulièrement, c'est de parler effectivement de ce grand événement qui s'est déroulé hors de nos frontières à Nairobi, au Kenya, et vous avez pris part pour le compte du Tchad de notre pays. Il s'agit de l'Assemblée générale de l'Association des évangéliques d'Afrique. Oui, c'est bien cela. C'est l'Assemblée générale, la 13e du son genre, qui a réuni donc, les représentants des différentes alliances en Afrique. Et c'est un plaisir pour nous au Tchad de prendre part donc, à cette assise-là. Alors, c'est quoi l'Association des évangéliques d'Afrique, AEA? Voilà, AEA, donc c'est un sigle qui veut dire Alliance des évangéliques en Afrique. C'est plutôt Alliance et non Association? Non, c'est Alliance des églises en Afrique, en abrégé AEA. Oui. Et l'Alliance des évangéliques en Afrique regroupe 50 pays d'Afrique sur les 54 que compte notre continent. Et donc, il faut rappeler qu'en 2021, c'était 39 pays d'Afrique qui étaient membres de l'Alliance des évangéliques d'Afrique. Et aujourd'hui, en 2025, quand nous étions là-bas, on s'est rendu compte que le nombre a augmenté. Et de 39 pays, nous sommes passés à 50 pays d'Afrique qui sont membres donc, de l'Alliance des évangéliques d'Afrique. Alors, quelles sont peut-être les conditions pour adhérer à l'Alliance? Bon, il n'y a pas de conditions. Il suffit qu'on soit évangélique, qu'on soit organisé, comme c'est le cas du Tchad. Et là, vous manifestez donc votre adhésion. Tout à fait. Et donc, en signalant que vous êtes une association évangélique reconnue par l'État et que vous pouvez donc vous inscrire parmi donc, les évangéliques d'Afrique. Voilà. Revenons sur l'Alliance. Quels sont les objectifs de cette organisation? Alors, l'Alliance des évangéliques d'Afrique travaille avec une vision. Et la vision pour le contexte actuel, c'est l'Afrique que Dieu veut. Et cette vision s'articule bien avec la vision de l'Union africaine, parce que la vision de l'Union africaine, c'est l'Afrique que nous voulons. Alors, les évangéliques ont dit, si c'est l'Afrique que nous voulons, ce que nous voulons doit venir de Dieu. Et c'est pour cela qu'ils ont bâti leur vision, l'Afrique que Dieu veut, et l'AEA travaille activement en vue d'atteindre donc cet objectif, faire en sorte que, au niveau de l'Afrique, ce continent soit réellement un continent qui fait la fierté, qui fait la joie de tous les Africains. Révérend, nous venons de suivre à travers ce reportage avant de commencer cet entretien avec vous que l'ordre du jour de ces assises a porté sur l'élection des membres du nouveau bureau. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres points qui ont été également évoqués? Oui, il faut peut-être parler un peu de l'élection de ce nouveau bureau. Vous savez que quand on parle de l'Afrique, l'Afrique est divisée en plusieurs compartiments. Il y a l'Afrique francophone, il y a l'Afrique anglophone et lusophone. Alors, quand on s'est rencontrés, on s'est rendu compte que depuis la création de l'AEA, on n'a jamais eu un Africain francophone à la tête de l'AEA. Donc, nous sommes partis cette fois-ci, comme l'Assemblée est élective. Alors, il fallait donc que nous, en tant que représentants de l'Afrique francophone, qu'on puisse s'organiser. Donc, si vous voyez que c'est le LIBOM,
Jean, le docteur, qui est élu président de l'AEA. Il est du Cameroun. Ouais. Et il est le représentant donc de l'Afrique francophone. Et c'est notre fierté que pour la première fois, que le Seigneur permette que nous puissions avoir à la tête de l'Alliance des évangéliques d'Afrique un francophone qui nous représente, mais en réalité aussi c'est un grand défi, parce que les anglophones ont fait de leur mieux pour amener l'AEA à ce niveau. Maintenant, c'est le tour de l'Afrique francophone, et nous prions que Dieu nous donne toute la possibilité, toute la sagesse, l'intelligence, la capacité, donc de faire encore mieux pour la gloire de Dieu en Afrique. Je me pose la question, puisque vous avez représenté le Tchad à ces assises, à ce grand événement religieux. Et avec l'élection du bureau, je me pose la question de comprendre pourquoi est-ce que le Tchad ne fait pas partie du bureau. Peut-être qu'avec les éléments que vous venez d'apporter, ça veut dire que le Tchad se retrouve dans le groupe de francophones. Oui, en réalité, le Tchad pouvait avoir aussi un candidat ou deux candidats, ou nous allons peut-être en Afrique francophone présenter plusieurs candidats. Mais si vous allez aux élections avec plusieurs candidats, mais vous êtes faible. Parce que plus vous êtes divisé, plus vous êtes faible. Alors, nous sommes obligés de nous retrouver en tant que francophones et puis de faire le point qui sera notre candidat. Effectivement, il y a bien d'autres candidats, mais nous sommes tombés sur un consensus où il faut présenter un seul candidat et faire bloc autour de ce candidat pour que notre voix puisse porter. Et c'est comme ça que le Camerounais, nous l'avons choisi pas, nous l'avons choisi pas simplement parce qu'il est de l'Afrique, mais il était déjà un ancien vice-président de l'Alliance des évangéliques d'Afrique. Et en tant que vice-président, si le président s'en va, normalement, c'est le vice qui a l'expérience qui peut maintenant le remplacer. Et il se trouve donc que le vice-président soit de l'Afrique francophone. Et la stratégie au niveau de l'AEA est que si le président est francophone, alors son vice doit être anglophone pour que ce soit équilibré. Donc, dans les années passées, avant que nous ne puissions passer aux élections, le président était donc un anglophone et le vice qui est maintenant président était un francophone. Mais il est aussi bilingue parce que vous savez que le Cameroun est bilingue. Donc l'avantage pour lui, c'est qu'il parle couramment l'anglais et le français. Et donc ça, c'est très équilibré. Tout à fait. Et quelle est la durée du mandat? Est-ce que c'est 1 an, 2 ans? Oui, la durée de mandat est de 4 ans renouvelable une seule fois. Alors donc, mais celui-là, comme il était déjà vice-président de l'AEA, il a une durée de mandat de 4 ans. Il ne va pas renouveler l'année. Après les 4 ans, eh bien, il ne va pas renouveler son mandat. Où aura lieu la prochaine Assemblée générale? Oui, en réalité, cette année, l'Assemblée générale devrait avoir lieu bon, ça doit... Tchad, vous voulez dire? Non, pas au Tchad. Oui, c'est vrai que nous pouvons habiter cela au Tchad, mais il nous faut encore beaucoup de structures d'accueil, d'organisation. Et donc, mais la prochaine fois, certainement, par la grâce de Dieu, on aura l'occasion donc de vouloir asseoir ça chez nous. Mais Nairobi, c'est le siège de l'AEA. Voilà, donc, et ce siège-là est très bien construit. Et, bon, toute la structure aussi était là. Donc, c'est comme ça que l'AG a eu lieu donc, à Nairobi. Ça veut dire que depuis la création de l'Alliance, c'est seulement au siège que se tiennent les différentes assemblées générales? Oui, non, voilà, justement, tout à l'heure, quand je voulais dire, vous avez dit, est-ce qu'on a... Bon, c'était au Rwanda, parce qu'en réalité, l'AG devrait avoir lieu au Rwanda, mais à cause donc de difficultés telles que vous voyez dans le... je comprends, voilà, dans la sous-région. Voilà, dans la sous-région, et bien pour éviter donc qu'il y ait peut-être des petits problèmes, on a bien voulu organiser l'AG donc à Nairobi, au siège de l'AEA. Révérend, quelles sont les retombées pour notre pays? Oui, il faut reconnaître que l'AEA est bâtie sur un thème important. Le thème, c'est l'unité pour la transformation de l'Afrique. Et quand on parle de l'unité pour la transformation de l'Afrique, en principe, quand une alliance assiste à une assemblée générale, eh bien, nous ramenons donc toute la vision de l'AEA parce que les maîtres est membre de l'AEA. Étant membre de l'AEA, nous devrions donc reproduire ce que nous avons vécu là-bas. Alors, si le souci de l'AEA, c'est donc de bâtir l'unité pour la transformation de l'Afrique, alors nous sommes revenus aussi avec cette détermination de bâtir aussi cette unité pour le Tchad. Et la vision de l'AEA, c'est l'Afrique que Dieu veut. Et nous aussi, nous avons dit que la vision de l'EMET, c'est
le Tchad que Dieu veut. Et pour réaliser le Tchad que Dieu veut, il faut donc la réaliser autour de l'unité et aussi avec la vision claire de la transformation de la société. Révérend pasteur, actualité oblige notre pays à vivre une crise liée un peu aux violences intercommunautaires, affaire Mandakaou. Et quel est votre mot en tant qu'homme de Dieu et surtout en tant que secrétaire général de l'EMET? Oui, en tant qu'homme de Dieu, en tant que leader, je ne peux pas être indifférent à cette situation. Nous, en tant que leaders religieux, nous suivons de trop près la situation. Et en tant que religieux, la première démarche, c'est aller vers Dieu. Parce que tout ce qui se passe dans le monde, c'est Dieu seul qui a le dernier mot. Même si on pense que nous avons des moyens pour le faire, la parole de Dieu dit que si l'Éternel garde la maison, ceux qui la gardent veillent en vain. Et donc, nous croyons que le dernier mot appartient à Dieu. Donc, la première démarche, c'est de consulter l'Éternel. Et nous avons prié. Et deuxième chose, c'est de passer maintenant au contact et à la prise de position. Donc, j'étais donc à Nairobi, mais depuis Nairobi, nous suivons de près ce qui se passe au Tchad. Nous avons organisé, nous avons informé, nous avons passé l'information aux autres dans la sous-région de l'Afrique. Et les gens ont beaucoup prié pour le Tchad. Et depuis notre arrivée, même c'est depuis hier seulement, nous sommes déjà en concertation. Et dans les jours à venir, je crois que les religieux vont prendre leurs responsabilités. Et quand je parle de religieux, je parle ici de l'entente des églises et missions évangéliques, je parle du Conseil supérieur des affaires islamiques et je parle aussi de l'Église catholique. Et donc nous sommes en concertation et nous verrons ce que Dieu mettra à notre cœur pour le faire dans les jours à venir. Est-ce qu'on peut s'attendre à une prière collective qui sera organisée ou alors une descente sur le terrain pour être en contact avec les victimes et apaiser un peu leur Je crois qu'à l'heure actuelle, chacun a pu organiser la prière à son niveau, mais collectivement, il est important de descendre sur le lieu pour constater. Parce qu'en tant que leader, nous ne pouvons pas nous contenter de ce que les réseaux sociaux rapportent. Mais il faudrait que nous puissions descendre. Parce que c'est notre devoir aussi de compatir avec les victimes, les écouter, être à leur côté. Et puis, à notre retour, voir aussi les autorités pour qu'ensemble, nous puissions voir quelle est la solution que nous pouvons trouver. Parce que la paix du pays, c'est notre paix. Et nous ne voulons pas que le Tchad puisse s'embraser. Nous voulons la paix. Parce que sans la paix, rien ne peut se faire. Et nous avons vu comment les autres sont en train d'avancer. Et nous sommes un peu jaloux aussi de notre pays. Et si on voit ailleurs que les choses avancent, le pays se développe, mais nous voulons aussi que notre pays se développe. Tout à fait, c'est le souhait de tout le monde. Votre mot de fin? Voilà, le mot de fin, c'est donc d'être reconnaissant à l'Étron TV qui me donne cette occasion au retour de cette Assemblée générale qui est élective, de me réjouir devant le Seigneur pour sa grâce de nous protéger à l'aller au retour et notre séjour et tout ce que nous avons reçu là-bas. Et ma prière aussi, c'est de reproduire cela. Mais le dernier mot, c'est que je suis rentré avec la grande préoccupation par rapport à la situation de notre pays. Et ma prière est que dans les jours à venir, que la situation change afin que la paix, la joie, la tranquillité reviennent dans notre pays. Révérend Djimal Ngara Madjibé, il ne reste plus qu'à vous remercier. Merci d'avoir accepté notre invitation et de répondre à toutes nos questions. Merci beaucoup, merci. Voilà. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'EMET. À bientôt, révérend. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Portez-vous bien. À demain, Inch'Allah.